RDC, la grande édition du journal. Bonsoir à toutes et à tous, il est 20h à la une de votre journal magazine de ce dimanche. Plus ou moins 4 morts et des blessés dans un accident de circulation ce matin sur l'avenue Tourisme, communément appelée Nzelamaï. L'excès de vitesse serait à la base de cet accident mortel selon une certaine source. Nous ferons le point dans le corps de cette édition. Le chiffre également au sommaire de ce soir. 11 000 candidats ont pris part au concours d'admission pour la 10e promotion de l'École nationale d'administration sur toute l'étendue du territoire national. Vous verrez le vice-premier ministre de la fonction publique lancer ses concours au détail dans un instant. À la première conférence économique Égypte-Afrique, le projet du corridor de l'Obito présenté comme élément essentiel pour la zone de libre-échange continental. L'ambassadeur de la RDC en Égypte a parlé de l'importance des investissements et des infrastructures intégrées. Madame, Messieurs, voilà tout pour le Grand Ligue. D'abord, l'actualité. De mots de religion, bref, le chrétien catholique romain du monde s'y prépare à accueillir l'enfant Jésus dans leur cœur, premier dimanche de l'Avent avant la fête de Noël, fixée le 25 décembre de chaque année, date fixée pour célébrer la naissance de Jésus-Christ à Bethléem, moment fort pour le catholique, temps de partage des pénitences et de préparation. Je le disais à l'introduction, plus ou moins 4 morts et quelques blessés dans un accident de circulation ce dimanche matin sur l'avenue Tourisme, communément appelée Nzelamaï. L'excès de vitesse serait à la base de cet accident mortel selon une certaine source. Une autre scène macabre a été enregistrée dans le Haut-Katanga à Madingwashi. Bilan officiel, 7 morts. Odilon Kayumba. Plus de peur que de mal au croisement des avenues tourisme communément appelées Nzelamaï et route Matadi. Cet accident a plongé tout Galema dans la tristesse en provenance du quartier Mimosa dans la municipalité de Mongafula à vive allure à destination du rond-point magasin. Cette Jeep des marques arrière coincée dans la canalisation perdant tout contrôle a percuté de plein fouet 2 motards ainsi que leurs passagers en partance pour le saut de mouton pompage. Au total, 4 personnes sont mortes sur le champ. Le chauffeur de la Jeep des marques arrière, auteur de l'irréparable, tentant de fuir, a été maîtrisé par la garde républicaine postée dans les environs. La police routière qui est arrivée peu après sur le lieu du drame a pris le contrôle de la situation afin d'établir les responsabilités. À plus de 2000 km de Kinshasa, une autre scène macabre a été enregistrée ce samedi 29 novembre 2025 dans le Haut-Katanga, précisément à Madingwisha, localité située à 10 km de la ville de Likasi. Ces camions de gros tonnage est entré en collision avec cette Jeep de couleur blanche complètement défigurée. À son bord, 7 passagers, dont un seul, par miracle, a eu la vie sauve. Ici, visage ensanglanté, et les hommes de bonne volonté tentent de les tirer de la carcasse de la Jeep afin de l'acheminer à un hôpital plus proche pour des soins appropriés. Selon le témoignage recueilli sur place, l'excès de vitesse produit par les 2 engins serait à la base de cette catastrophe. La sempiternelle question de la sécurité routière à travers la RDC revient sur la sellette. La balle est donc dans le camp des autorités sectorielles pour arrêter l'hémorragie. Et puis la télévision nationale dénonce avec la plus grande indignation l'agression physique samedi tôt le matin à Guadeloupe par 2 hommes non autrement identifiés contre Madame Mbomi Ndoba Caroline, DP intérimaire de la RTNC dans Rubongi. Alors qu'elle était en plein exercice de son métier, la RTNC sollicite des autorités provinciales l'ouverture de enquêtes et de sanctions fermes contre ces bandits. Changeons carrément de registre. Le vendredi 28 novembre 2025, le président de la République, Félix Tshisekedi, était face à la diaspora congolaise vivant en Serbie et le pays environnant. Question de changer avec ses compatriotes sur le sujet d'actualité lié à la marche de la RDC. Félix Tshisekedi leur a longuement entretenu sur la signature
imminente des accords de paix entre la RDC et le Rwanda à Washington. Blandine Zovo et Coco Molicho. Entre espoir et défi, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a échangé avec la diaspora congolaise de Serbie, abordant des questions cruciales pour l'avenir de la RDC. À travers un discours franc et direct sur les enjeux du pays, le chef de l'État a voulu maintenir le lien avec les citoyens congolais expatriés en Serbie, écouter leurs préoccupations et valoriser leur rôle d'ambassadeur de la RDC à l'étranger. À ses compatriotes de Serbie et dans les pays environnants qui ont effectué le déplacement de Belgrade, le chef de l'État a choisi comme premier sujet son déplacement imminent aux États-Unis d'Amérique. Il a annoncé qu'il se rendra à Washington pour entériner l'accord signé avec le Rwanda sous l'égide des États-Unis et qui a déjà été rendu public en toute transparence. Les objectifs réels de cet accord consistent à obtenir une paix durable et le retrait des troupes rwandaises du territoire congolais. Mais ne vous laissez pas berner, on ne fera ni brassage ni mixage, a-t-il rassuré. Nous sommes à la croisée des chemins. Nous sommes en train d'aller tout doucement, mais sûrement, vers la fin de ces horreurs. Des horreurs qui ont entraîné des millions de victimes dans notre pays. C'est pour ça que nous parlons aujourd'hui haut et fort d'un génocide congolais, un génocide que la communauté internationale a ignoré pour des raisons évidentes, parce qu'évidemment ce voisin belliqueux travaillait avec le soutien de certaines puissances. Il travaillait à piller nos ressources et à servir les industries de haute technologie de ces pays-là. Et aujourd'hui, grâce à Dieu, nous sommes en train de tendre vers la fin. Je crois que vous êtes au courant maintenant que, grâce à l'initiative évidemment du président Donald Trump, que je remercie au passage, et à travers lui, je remercie également l'émir du Qatar, vous devez être au courant que le 4 du mois prochain, dans quelques jours donc, le 4 décembre, nous avons rendez-vous à Washington pour, autour du président Donald Trump, signer cet accord de paix. Toute idée de mixage et de brassage, c'est exclu. Ça n'existera plus dans ces accords-là. Des réformes majeures mises en place sous son leadership éclairé, le président Tshisekedi cite notamment la gratuité de l'enseignement de base, la couverture santé universelle dans son premier volet de la maternité gratuite. Concernant les enjeux de son voyage en Serbie, le président de la République a insisté sur le lien d'amitié et de fraternité qui unissent le peuple congolais à la Serbie, des liens historiques traditionnellement bons et amicaux. Le président RD congolais a co-animé un point de presse avec son homologue serbe à l'issue de la séance de signature des accords entre les deux nations. Le chef de l'État a ensuite rencontré le Premier ministre serbe et la présidente de l'Assemblée nationale de la Serbie. Devant les professionnels des médias, le président de la République de Serbie a salué l'excellence des relations historiques qui unissent la Serbie et la RDC. Alexandre Vučić a profité de l'occasion pour rappeler que ces relations ont toujours été marquées par l'amitié, la solidarité et un profond respect mutuel. L'autorité serbe a réaffirmé son attachement au respect strict de la Charte des Nations Unies à propos du principe de souveraineté, de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Le président Vučić a également mis en avant le renforcement constant de la coopération bilatérale, notamment dans les secteurs de la sécurité et de la défense, de la culture, du sport, de l'agriculture, de la formation technique, ainsi que du numérique et de l'innovation. Il a souligné que ces partenariats s'inscrivent dans une dynamique de long terme
au bénéfice des deux peuples. De son côté, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a remercié son homologue pour l'accueil chaleureux et les accords signés qui, pour le garant de la nation congolaise, ouvrent la voie à des nouvelles initiatives communes entre Kinshasa et Belgrade. Ce que j'ai retenu, c'est que le président a redit son soutien et son attachement à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo, ce dont je le remercie. Car, comme vous le savez, mon pays est victime d'une agression injuste et barbare de la part d'un de ses voisins, le Rwanda pour ne pas le citer, et de se sentir soutenu dans une telle épreuve est un soutien et un réconfort que l'on ressent au plus profond de soi. Je tiens donc à remercier le président Vučić pour cela. Le président de la République a échangé avec le Premier ministre serbe Bruno Markut avant de s'entretenir avec la présidente de l'Assemblée nationale, Ana Brnabić, pendant une trentaine de minutes. Madame Ana Brnabić a remercié le président de la République pour le soutien apporté par la République démocratique du Congo à l'intégrité territoriale de la République de Serbie, ainsi que pour son appui au sein des organisations internationales concernant la question du Kosovo. Elle a également souhaité une coopération parlementaire plus accrue entre les deux pays. Au pays, pour une gestion de terres plus sécurisée et propice au développement économique, le Sénat a examiné et déclaré recevable le projet de réforme de la loi foncière de 1973. Janine Kalinga, Julien Piana et bienvenue le Sala. C'est un tournant historique dans la gouvernance des terres en République démocratique du Congo. Le projet de loi relatif à la réforme foncière en RDC a été déclaré recevable après son examen en plénière à la Chambre haute du Parlement sous la conduite du président Jean-Michel Sama-Lukonde Kyenge. La majorité est donc, ce projet de loi est déclaré recevable. Et sur ce, le débat général est clos. Présentant cette réforme devant les sénateurs, la ministre des Affaires foncières, Onej Nzele, a souligné l'importance cruciale de cette réforme qualifiée de la plus ambitieuse qui vise à réorganiser un secteur longtemps gangréné par des conflits, l'informel, l'impunité et l'insécurité juridique. C'est un fruit d'un processus consultatif impliquant des experts fonciers, juristes, professeurs d'université, avocats, coutumiers, institutions étatiques et sociétés civiles. Cette réforme aspire à établir un cadre juridique moderne, transparent et équitable en phase avec les défis actuels tels que le développement durable, l'urbanisation rapide et la digitalisation. La mise en place d'un site Internet proposé par l'honorable deuxième vice-président est déjà prise en compte dans cette réforme, dans sa question, observation technique ou propositions spécifiques quant à l'inscription ou à la modification des articles. Nous restons disponibles pour les échanges plus poussés avec la même rigueur lors des travaux de la Commission. La plénière a prorogé pour la énième fois l'état des sièges dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Existant depuis plusieurs décennies, la loi foncière en RDC a été déclarée recevable après débat général en plénière. Et puis ces chiffres, 11 000 candidats ont pris part au concours d'admission pour la 10e promotion de l'École nationale d'administration et ce sur toute l'étendue du territoire national. Le vice-premier ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a lancé ces concours pour moderniser et renforcer l'administration publique. On fait le point dans ces récits signés Nadine Kiloshomo-Kemaluma et Betty Amani. Dans le cadre du rajeunissement qualitatif et compétitif de l'administration publique congolaise, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a lancé ce dimanche 30 novembre 2025 le concours national d'entrée à la 10e promotion de l'École nationale d'administration, ENA en sigle.
Vous êtes là parce que la République vous appelle. Vous êtes à la rencontre de votre destin. Ils sont près de 11 000 candidats répartis sur toute l'étendue du territoire national à avoir répondu présent à cet appel, signe de l'intérêt croissant que suscite aujourd'hui une fonction publique en pleine transformation. Aujourd'hui, avec Constance, nous venons de lancer ces recrutements au niveau de l'ENA pour le test écrit. Et au moment où nous sommes ici à Kinshasa, le même exercice est en train de se faire partout à travers nos provinces, au niveau de chaque chef-lieu, en ce compris pour les provinces de l'Est. Nous avons ainsi voulu accorder toutes les chances à tous les enfants, toutes les filles et tous les fils de la République, en tout cas celles et ceux qui souhaitent servir l'administration publique, servir l'État à travers la fonction publique. À l'occasion, le vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou a salué la forte participation des femmes ainsi que des personnes vivant avec handicap, soulignant l'engagement du gouvernement en faveur d'une administration inclusive et équitable. La visite de son Excellence, ce n'était qu'un soulagement parce qu'il n'a fait que nous encourager, il avait les mots exacts pour nous aider à rester dans le travail, à ne pas stresser, à travailler correctement. Ce n'était vraiment un atout et un soutien pour nous aider à travailler correctement. Ce recrutement, basé exclusivement sur le concours, vise à garantir l'égalité des chances pour tous les citoyens, une administration ambitieuse qui s'inscrit dans la vision d'une fonction publique moderne, compétente au service de l'État et des citoyens. Il est à présent temps de vous relater la semaine du président. À l'invitation de son homologue serbe, le président de la RDC a effectué une visite d'État en début de la semaine. Le chef de l'État de la RDC a participé au sommet de chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne et l'Union africaine. Pierre Kibambi-Somoy. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a effectué en début de semaine une visite au travail à Luanda, en Angola, où il a participé au 7e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne et l'Union africaine. Au cours de cette rencontre de haut niveau, placée sous le thème principal « Promouvoir la paix et la prospérité grâce à un multilatéralisme effectif », les dirigeants africains et européens ont tous plaidé pour le renforcement du partenariat entre les deux continents établi en 2000 en Égypte, intervenant devant ses pairs d'Afrique et d'Europe dans le groupe thématique paix, sécurité, gouvernance et multilatéralisme. Le chef de l'État a souligné que ce sommet s'avérait un moment de bilan pour examiner avec lucidité ce que le partenariat a réellement changé dans la vie du peuple, un moment de vérité pour reconnaître ce qui doit être corrigé, repensé, parfois refondé, un moment de projection pour tracer ensemble le contour d'un partenariat plus robuste, plus équilibré et résolument tourné vers l'avenir, a indiqué le président de la République. À l'invitation de son homologue de la Serbie, Alexander Vučić, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a effectué une visite d'État à Belgrade. Les deux chefs d'État ont eu des entretiens sur d'importantes opportunités de développement de la coopération bilatérale entre la RDC et la Serbie dans divers domaines de l'éducation, de transfert des technologies, la formation et la modernisation des pratiques agricoles, l'appui à la formation de la police nationale congolaise notamment. La semaine qui s'achève a été marquée par le naufrage d'une embarcation dans le Maïnobé, la fermeture de l'aéroport de Chikapa, l'interdiction de la chirurgie esthétique type BBL en RDC. Madame et Monsieur, voici la semaine en 5 commentée par Joséphine Liondo. Deux grandes informations de la semaine pour ouvrir le flot incessant des faits d'actualité qui ont nourri notre rédaction et l'opinion durant la semaine. Tout d'abord, l'épilogue du procès sur le braquage de la Robank à Kinshasa ainsi que l'interdiction faite aux institutions sanitaires de la pratique des chirurgies esthétiques qui met en danger les patients. Le ministre de la Santé tape du poing sur la table. 10 ans de servitude pénale et une amende de 300 millions de francs congolais, c'est le verdict rendu par le tribunal de Kinshasa-Gombe contre la désormais célèbre braqueuse de Robank, Honorine Porsche,
procès qui a retenu l'attention du public nombreux. À l'origine des morts subites et des dégâts corporels irréversible, la chirurgie esthétique du type BBL interdite en RDC et les cliniques qui proposent ces services seront fermées. Le ministre de la Santé s'est montré inflexible à ce sujet. Kinshasa à l'écoute de l'enfant. La journée mondiale de l'enfance a été célébrée dans la capitale le jeudi 27 novembre dernier sous le thème « Promouvoir l'inclusion des enfants dans la gestion des affaires publiques ». La première ministre a saisi cette occasion pour évoquer les initiatives gouvernementales visant à placer l'enfant au centre des préoccupations. Lutte contre la rougeole et la polio en RDC. 11 000 enfants seront vaccinés à la fin de cette campagne de vaccination lancée par le ministre de la Santé dans la province de l'Ituri, Otuele, Bazueleo, Katanga, Lualaba et Tanganyika et dans les 18 autres provinces. C'est le ministre de la Santé qui a donné le coup d'envoi de cette nouvelle campagne de vaccination contre la polio. Gestion des patrimoines immobiliers de l'État, le ministre de l'Urbanisme et Habitat a effectué une tournée d'inspection dans la commune de la Pombe pour s'assurer de l'état des concessions villas et immeubles relevant du domaine privé de l'État, une manière de lutter contre la spoliation de ces biens immobiliers de l'État. Autre fait majeur de la semaine, c'est la menace grandissante des ravins dans la capitale. Pour s'en rendre compte et trouver des solutions d'urgence, le ministre des Infrastructures et Travaux publics, avec le soutien de l'Office de la voirie et drainage, s'emploie déjà à des travaux anti-érosifs dans 5 sites considérés où les dangers semblent imminents. Infrastructures routières. Ouf, des soulagements pour les usagers de la route nationale numéro 1, axe Kikwiti et Kenge dans le Kwango. Les travaux lancés par le ministre en charge des infrastructures produisent leurs résultats. La circulation est de nouveau fluide. Dans un autre volet, cette fois celui des infrastructures aéroportuaires, l'aéroport national de Chikapa sous le coup d'une fermeture. Décision prise par la RVA à cause de l'état de dégradation de la piste. Pas d'eau potable dans les territoires de Kaemba dans la province du Kwango. La population de ces coins du pays était dans la rue pour réclamer l'amélioration des conditions de vie et protester contre la multiplicité des taxes. Une embarcation de plus a coulé dans les Maïndombe. Plus de 20 personnes ont perdu la vie le jeudi 27 novembre dernier dans une baleinière à cause, selon des témoignages, d'un vent violent qui a soufflé depuis le territoire de Kiri. Des recherches se poursuivent pour retrouver d'éventuels survivants. Voilà tout sur la semaine en 5 minutes. Je suis sur ces plateaux avec M. René Ngongo, rapporteur du Conseil économique et social. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, monsieur. Vous êtes ici pour une annonce. Peut-on savoir de quoi il s'agit? Il s'agit de la clôture de la session d'octobre du Conseil économique et social qui, comme je le disais, prend fin demain, le 1er décembre. C'est la session d'octobre. En parlant de cette session qui s'éclôture dans quelques heures, hein, oui, dans quelques heures, oui. Précis. Quels sont les points forts qui ont marqué la dite session? En fait, comme d'habitude, la session, c'est une occasion de finaliser les travaux qui se sont déroulés pendant l'intersession, la récolte des données. Et cette session est très, très laborieuse parce que pratiquement toutes les 7 commissions thématiques ont présenté des avis. Et si vous le permettez, je pourrais citer la commission Agridev, Agriculture et Développement Rural, qui a présenté 2 projets d'avis qui ont été validés en session. C'est la session l'avis sur l'entrepreneuriat agricole des jeunes et des femmes. Cette commission a présenté aussi un avis qui a été adopté, c'est la promotion de l'aquaculture en République démocratique du Congo. La commission éducation, formation et emploi, c'est fait comme on l'appelle, a présenté un avis très intéressant sur l'enseignement de l'histoire en République démocratique du Congo. La commission santé, affaires culturelles et sociales est revenue sur la gouvernance associative
qui est, vous savez, les rôles des ASBEL en République démocratique du Congo. Et cet avis s'est appesanti sur la gouvernance des ASBEL. La commission REX, Relations extérieures, s'est penchée sur les frontières de la République démocratique du Congo. La commission CERNAT, qui s'occupe de l'environnement, conservation de la nature et tourisme, a produit 2 avis très importants. Le premier avis, c'est la faune sauvage et le potentiel touristique de cette ressource-là. Et ensuite, cette commission a proposé à la plénière qui a validé l'avis sur les couloirs vers Kivu-Kinshasa. Les autres commissions ont aussi travaillé. C'est le cas de la commission SIAT, Infrastructure et Aménagement du Territoire, qui a présenté un avis très intéressant sur la réforme des télécommunications en République démocratique du Congo. Et enfin, vous avez la commission ECOFIN, qui a travaillé non seulement sur nos techniques, sur l'analyse de la conjoncture économique et sociale de la RDC, mais sur la réduction de la dépendance économique de la République démocratique du Congo. Monsieur René Ngongo, merci pour toutes ces informations. Je rappelle que vous êtes rapporteur au Conseil économique et social. C'est moi qui vous remercie. Quel est l'état d'évolution de travaux financés par le gouvernement central à travers la ville de Kinshasa? La question était au cœur de discussion de la réunion du programme d'urgence Finances, Infrastructures et Travaux publics. Sylvie Moembo. Faire le point d'une manière détaillée des chantiers lancés dans la capitale en évaluant l'état d'avancement, c'est l'exercice auquel se sont soumis les participants à la réunion du programme d'urgence co-présidé par le ministre des Finances Doudou Fwambali Koundé Boutaï et celui des Infrastructures et Travaux publics John Bonza. D'un ton rassurant, le ministre des Finances a réaffirmé l'engagement ferme du gouvernement quant à l'aboutissement de ces chantiers tout en précisant le fait que des ressources importantes ont été déjà mobilisées et mises à la disposition des structures exécutantes de ces programmes. Un engagement pris sous le leadership éclairé du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Concrètement, cette évaluation a porté sur 3 axes fondamentaux du programme d'urgence, à savoir les voiries, la lutte anti-érosive et les ouvrages de drainage. Plusieurs entités clés sont mobilisées dans l'exécution de ces travaux qui ont atteint, selon les statistiques, la moyenne de 30 à 40%. L'on note l'Office de voirie et drainage, l'Office des routes, l'Agence congolaise de grands travaux, le ministère provincial des infrastructures de la ville de Kinshasa, la régie de voies fluviales ainsi que le génie militaire. Il a été rappelé que les travaux de drainage et de lutte contre les inondations doivent être considérés comme des mesures d'atténuation face à la problématique récurrente des inondations. L'objectif ici est de renforcer les mécanismes de prévention afin que la population ne connaisse plus de difficultés majeures lors de fortes pluies dans la ville-province Kinshasa. Le principal défi auquel la Régie des eaux fait face dans l'atteinte de sa mission et sa situation financière ont été expliqués aux élus du peuple, membres de la commission ECOFIN. Les autres détails avec Serge Merlemata. Fidèle à son engagement en matière de transparence et de redevabilité, le DT général, la régie des USA, David Chulumba Mutombo, a répondu à l'invitation de la Chambre basse du Parlement pour une audition devant la Commission économique, financière et des contrôles budgétaires de cette institution qui incarne la représentation nationale. Au milieu des échanges figurait entre autres l'analyse financière de la régie des USA, de l'état actuel des dettes bancaires locales à la situation des investissements ainsi qu'à sa capacité de remboursement de ses dettes bancaires. À ce jour, la Régie des eaux n'a aucune dette vis-à-vis des banques locales. C'est là parce que notre capacité de remboursement est encore modérée et donc on n'a pas voulu payer les intérêts continuellement. La situation de la dette publique vis-à-vis de la Régie des USA a également été abordée dans les discussions. Dans l'espoir qu'en croisant les titres, nous n'allons pas avoir à payer à l'État ce que nous devons parce que l'État nous doit plus que ce que nous devons à l'État. D'autres questions ont été également évoquées lors de cette séance, comme les dettes sociales de la Régie des USA. Nous allons ensemble avec eux regarder ce qui est prévu dans le budget de l'État 2026. Nous espérons que l'État a prévu un peu plus de moyens
pour nous permettre d'assurer un service beaucoup plus régulier, mais également pour nous permettre d'augmenter le taux de desserte en RDC. Malgré ces nombreux défis, la Régie des eaux reste déterminée à assurer un service d'utilité publique exceptionnel en mettant l'accent sur l'amélioration de la qualité de vie de tous les Congolais. L'incendie survenu le 24 novembre dernier à la sous-station État située dans la commune de Maluku. La Société nationale d'électricité a réagi. Son directeur général, Teddy Luamba, a remis et supervisé l'installation du nouveau transformateur. Yvette Mankoutima. Enfin, Maluku renoue avec la lumière. Après 6 jours sans électricité, la lumière est enfin de retour. Une réponse rapide et concrète signée ingénieur Teddy Luamba Mouba, directeur général de la SNEL SA, qui s'est personnellement rendu sur les terrains pour relancer l'alimentation. Depuis l'incendie de la sous-station État 1 de la SNEL SA située au quartier Monaco le 24 novembre 2025, c'était le noir total dans plusieurs quartiers de cette municipalité. Une situation critique qui a paralysé commerce, écoles et foyers. Cela nécessitait l'installation d'un nouveau transformateur de 5 mégavolt-ampères pour relancer la lumière dans les quartiers touchés. Le lundi de cette semaine, nous avons connu un acte de sabotage, forcément sur notre sous-station. Il lui fallut que nous passions pour constater cela, mais aussi répondre en apportant une solution. C'est pour ça que nous sommes venus avec le nouveau transformateur qui sera dans la zone pour permettre de réalimenter le quartier ainsi que toutes les activités économiques qui sont là. Ça fait suite à l'accompagnement de la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. La durée des travaux est estimée pratiquement à 7 jours. Ça veut dire que toutes les équipes ici vont se mobiliser. Il y aura un campement qui sera permanent ici. Les quartiers Mokako, Monaco, Ikele, Mandungu, tous reconnectés, une intervention qui marque un changement des méthodes à la SNEL SA qui agit avec plus de réactivité, plus de proximité et surtout une volonté affichée de répondre aux urgences avec efficacité. Tout à fait autre chose. Kinshasa, mobilité et infrastructure urbaine, quelle solution pratique pour l'État? La ville, province de Kinshasa, le commune et les citoyens, c'est autour de cette problématique que le panéliste à l'Expo Béton Kinshasa 2025 a cogité pour la mobilité à Kinshasa. Yolande Voka. Embouteillage à répétition, routes impraticables, transport anarchique. Kinshasa suffoque, mais de pistes et de solutions émergent à Expo Béton, où experts, décideurs politiques et professionnels du club, bâtiments, travaux publics et chambres de métiers et artisanat se sont réunis autour d'un thème majeur pour repenser la mobilité urbaine. Kinshasa, mobilité et infrastructure urbaine. Des solutions pratiques à proposer à l'État, à la ville, aux communes, mais aussi à une petite échelle aux citoyens. Le ministre provincial du plan a quant à lui identifié des approches durables, alliant planification urbaine et actions concrètes sur le terrain. L'ambition de pouvoir déployer dans un avenir proche la construction des gares routières, mais également des espèces de stationnement et de parkings pour dégager et résoudre une des grandes problématiques, les stationnements sur la chaussée qui participent à l'encombrement et au gêne de la circulation. Donc nous avons apporté des solutions pratiques dont les résultats vont commencer à être vécus et vus dans les prochains jours. D'ici peu, Kinshasa, avec ce qu'on a amorcé comme travaux d'urgence, travaux d'infrastructure, avec les mesures de réforme de mobilité que nous mettons en place, dans un avenir proche, les Kinois vont bien circuler. Autre approche, c'est celle du président du club Bâtiments, Travaux Publics et Chambre de métiers et artisanat, Jean Bamanissa Saïdi, qui appelle à l'exploitation effective du plan directeur de transport urbain de Kinshasa, déjà disponible mais sous-utilisé. On est parti du plan qui existe déjà au sein de SOSAC, le schéma d'orientation stratégique de l'agglomération de Kinshasa, un édit provincial pris en 2014. Ainsi que du plan directeur de transport de Kinshasa, PDTK, édit provincial en 2016. Mais ces documents sont dans les tiroirs. Et il a été constaté qu'il faut de la concertation. Ce n'est pas parce qu'un gouvernement est passé, ce n'est pas parce qu'un gouverneur ou une autre autorité, tant au niveau national que local, sont passés, qu'il faut oublier les plans. Allons avec ce qui existe. Pratiquons-le, lisons-le
au lieu de refaire toujours la roue. Par ailleurs, la présence des banques commerciales à ces assises illustre une volonté affichée d'accompagner ces ambitions qui se résument en une phrase: redonner à Kinshasa son image de capitale moderne, fluide et accessible. À la première conférence économique Égypte-Afrique, le projet du corridor de l'Obito, présenté comme un exemple pour la zone de libre-échange continentale, dans sa prise de parole, l'ambassadeur de la RDC en Égypte a parlé de l'importance des investissements et des infrastructures intégrées. Intervenant à la première conférence économique Égypte-Afrique dans un panel consacré à la mise en place de la zone de libre-échange continentale africaine, l'ambassadeur de la RDC en Égypte, Jean-Baptiste Kassongo Moussenga, a rappelé que la RDC, avec ses 9 pays voisins et sa position stratégique, constitue un carrefour essentiel pour l'intégration économique africaine. Le grand défi que nous avons en Afrique ou en RDC et dans bien d'autres pays, nous avons un problème commun. C'est les instabilités créées pour déstabiliser nos institutions. Et ces instabilités, qu'on le veuille ou pas, ça a des impacts néfastes sur l'économie, sur le développement et même sur les infrastructures. On peut bien investir aujourd'hui, on peut construire, mais si demain on doit bombarder, on doit détruire, ça décourage. Il a mis en avant l'importance des investissements et des infrastructures intégrées, citant notamment le projet du corridor de l'Obito, reliant la province minière du sud du Congo à l'océan Atlantique via l'Angola, un corridor qui bénéficiera également à la Zambie et à plusieurs autres États africains. L'ambassadeur a également souligné que la politique de déstabilisation menée par certains États promouvant la guerre et le terrorisme dans les pays qui leur sont frontaliers constitue le sérieux obstacle aux initiatives d'intégration économique. Il a insisté sur la nécessité d'une volonté politique forte, déterminante de dirigeants africains afin de taire les armes, ce qui accentuera la mise en œuvre de la ZELCAF. L'expertise d'évaluation de matières précieuses et semi-précieuses et de certification renforce la transparence dans la gestion de marchés publics. Son personnel chargé de la commande publique vient de terminer une formation sur la procédure nationale de passation de marché dispensée par l'ARMP. Rikinzozi et Fiston Ravingada. Durant 10 jours, les cadres du CSC, Centre d'expertise, d'évaluation et de certification des substances minérales précieuses et semi-précieuses, ont été formés aux règles essentielles de la commande publique, planification des marchés, respect des normes légales, transparence dans les procédures et obligations de l'administration contractante. Une étape indispensable pour un service public qui gère des ressources aussi sensibles que les substances minérales précieuses, a martelé le directeur général de l'ARMP, Maître Claude Kayembembaye. Cette formation, loin d'être une simple étape, elle est plutôt un point de départ, en ce sens qu'elle pose des bases solides pour notre future collaboration. Je tiens à remercier Monsieur le directeur général du CEC qui, à travers sa préoccupation de renforcer les capacités de son personnel, a exprimé une volonté de gérer au mieux les deniers publics. Indubitablement, vous entrez de plein pied dans la vision du chef de l'État. De son côté, le directeur général du CSC, Freddy Mwamba Kanyinkou, a exprimé sa satisfaction. La réforme de marché public est conçue comme un instrument stratégique pour garantir la crédibilité de l'État, stimuler l'investissement et la croissance, favoriser l'émergence d'un secteur privé national compétitif. Les deux directeurs généraux ont salué l'importance de cette collaboration. Pour l'ARMP, un personnel bien formé garantit l'application uniforme des normes nationales. Pour le CSC, ces connaissances sont un gage d'intégrité, de transparence et de promotion de l'éthique dans toute la chaîne de la commande publique. Au moins 5000 personnes ont pris part à la 3e édition du colloque africain de soins infirmiers Bobetinga. La clôture de la 3e édition du colloque africain des soins infirmiers et obstétricaux. Les infirmiers ont renouvelé leur engagement professionnel, réaffirmant ainsi leur devoir d'administrer des soins de qualité et leur adhésion au code de déontologie. Pour le président de l'Ordre des infirmiers, Komba Djeko, cet événement
porte une charge historique dans la profession d'infirmière en République démocratique du Congo. Cette grande rencontre a réuni des participants venus de 17 pays africains d'expression française et ceux de la RDC venus de 26 provinces. Les infirmiers et sages-femmes face aux défis de la couverture santé universelle en Afrique, c'est le thème de ces grands rendez-vous annuels. Nous, représentants des organisations professionnelles infirmières et sages-femmes d'Afrique, nous nous engageons à finaliser le processus de mise en place du réseau africain pour le développement de la recherche en sciences infirmières et obstétricales, identifier et mobiliser des ressources nécessaires pour soutenir l'organisation de chaque édition du colloque africain des soins infirmiers et obstétricaux. Créer un cadre institutionnel international qui accueillera les prochains colloques africains des soins infirmiers et obstétricaux. Les participants, plus de 5000 au total, ont apprécié les recommandations formulées, entre autres, la construction d'un système de santé résilient et inclusif en Afrique. En marge de ces colloques, des travaux et des visites guidées ont été organisés dans certains hôpitaux. Et puis une marche de sensibilisation a été organisée pour sensibiliser les Kinoises et Kinois contre le cancer de la prostate. Sandra Liang. Cette marche, selon les organisateurs, vise tout simplement à encourager le dépistage précoce, seule arme capable de réduire le taux de mortalité lié au cancer de la prostate. Dans beaucoup de cas, la maladie est détectée trop tard, faute d'information, de courage ou tout simplement d'accessibilité aux examens spécialisés. Prévenir, c'est guérir, rappelle le message central de cette mobilisation. Cette opération de sensibilisation marque également le lancement officiel d'une campagne de dépistage gratuite mise en place par le centre hospitalier Likabo. 2 sites sont concernés pour accueillir les hommes âgés de 45 ans et plus, considérés comme la tranche la plus exposée. Le centre d'Ongaliema et le centre des Huileries, situé au croisement des avenues Kibata et Wangata. Nous invitons la population à venir se faire dépister à partir d'aujourd'hui jusqu'au 29 décembre. Le premier dépistage est gratuit et nous avons aussi d'autres examens qui sont payants à très moindre coût dans le cadre de la lutte contre le cancer de la prostate. À travers cette campagne, l'ICABO souhaite installer une nouvelle culture de santé masculine, celle du contrôle régulier, du courage d'en parler et surtout de la responsabilité personnelle face à une maladie qui, détectée tôt, peut être totalement guérie. Le message final est clair, les portes du CH l'ICABO sont ouvertes, allons nous faire dépister. Ensemble, nous pouvons vaincre le cancer de la prostate. 2025 est prévu la signature de l'accord de paix de Washington. À Kinshasa, le parti et regroupement politique commentent ces sujets à l'exemple du rassemblement de compagnons de Etienne Tshisekedi. Le rassemblement des compagnons d'Etienne Tshisekedi pour le changement et le progrès social félicite le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour ses efforts diplomatiques, tout azimut, qui va aboutir à la signature de l'accord global de paix dans la région des Grands Lacs en date du 4 décembre 2025 à Washington. Les RCT-CPS s'inquiètent de la présence du président kenyan William Ruto lors de la signature du dit accord. Ces inquiétudes sont justifiées par les faits suivants. Il est difficile de croire que sa présence se justifierait par sa neutralité, encore moins par sa sincérité, lui qui, dès la prise de Goma par l'armée rwandaise et ses supplétifs AFC M23, était le premier à désigner un conseil général dont l'acte posé agresse toutes les dispositions en matière de la diplomatie et de la coopération. Lui qui a fait devenir son pays la plaque tournante de l'opposition politique et stratégique contre les pouvoirs en place avec la naissance de Sauvons la RDC. Pour les RCT-CPS, il serait judicieux de compter parmi les invités les présidents togolais et angolais comme témoins.
En tout état de cause, le RCT-CPS marchera le 15 décembre 2025 pour soutenir la vision du chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et invite le peuple congolais à adhérer massivement à cette vision pour le salut de notre nation. Nouvelle restructuration à la dynamique des activités au sein de l'Alliance de nationalistes congolais. Une nouvelle restriction au sein de l'Alliance des nationalistes congolais ANC, membre de l'Union sacrée de la nation. C'est pour mettre de l'ordre à l'interne, pour bien accompagner les actions politiques, sociales et diplomatiques que ne cesse de déployer le chef de l'État Félix Tshisekedi. À l'issue de la réunion du samedi 29 novembre 2025, sur décision du Conseil général Katembo Mukoko Magloire, assisté du rapporteur général Bolangi Walikile Victor Moussassa Moussa, a été relevé de ses fonctions et Nepa Babili Mouchita Benjamin a été réhabilité comme président national. Une restructuration qui vise la redynamisation. Le Conseil national a convoqué une session extraordinaire. Les décisions suivantes ont été prises. 1. Le retrait de confiance à M. Moussa Saloum Moussawa, alias Ayouza bin Ahmed, interdit d'engager les partis dont il a usurpé la qualité de président national. Tout acte antérieur, contraire à la présente décision, est réputé nul et de nul effet. Le Conseil national réhabilite le président Nepa Bagili Moutita Benjamin, suspendu en violation des dispositions statutaires dans ses fonctions de président national, qui en assume désormais toutes les prérogatives. Coup de balai à l'interne qui vaut la relance des activités avec un nouveau souffle. Face à la crise politique qui secoue les institutions provinciales dans le Haut-Uélé, la dynamique de leaders politiques et communautaires de la Grande Orientale réaffirme son attachement au respect de la Constitution et appelle au maintien de la paix. Un reportage de Mamie France Zaina à suivre dans nos prochaines éditions. Parlons culture, la semaine gastronomique française s'est clôturée à l'hôtel Pullman. Les autres détails avec Anita Luamba et Chikobi Ponda. La semaine gastronomique française organisée par le groupe Accor a illuminé Lubumbashi et Kolwezi sous la direction du chef Bernard Le Prince, meilleur ouvrier de la gastronomie française. Les festivités ont débuté par un dîner d'exception, moment d'ouverture où le chef invite à présenter son savoir-faire et poser les bases d'un programme placé sous le signe du raffinement. Le temps fort a eu lieu vendredi lors d'une soirée gourmande baptisée Beaujolais. Dans une ambiance festive, les convives ont savouré une sélection des mets raffinés spécialement élaborés par le chef Le Prince. La semaine s'est clôturée dimanche avec une dégustation de grands classiques révisités, offrant aux invités une ultime immersion dans la haute cuisine française. Et je suis heureux de vous confirmer que le Beaujolais Nouveau est bien arrivé à Kinshasa. Au-delà des plaisirs de la table, cet événement a réuni les chefs cuisiniers du Pullman Lubumbashi et de Kolwezi autour d'échanges d'expériences animés par Bernard Le Prince. Le chef français a partagé ses techniques, son parcours et son savoir-faire, renforçant les liens entre cuisiniers français et congolais et confirmant la vocation pédagogique de ce rendez-vous annuel. « 66 ans d'existence. Un culte a été organisé en la cathédrale du Centenaire. Marie Chimène Kamoka. L'Université protestante au Congo, UPC, a organisé un culte solennel en la cathédrale du Centenaire pour célébrer ses 66 ans d'existence depuis sa création en 1959. Le recteur de l'UPC, le révérend Dr Kwim Bibibikan, a convié pour la circonstance des personnalités du monde politico-scientifique et religieux. Le secrétaire général académique a indiqué qu'avec plus de 10 000 étudiants, l'UPC organise plusieurs autres filières en plus de la théologie et au fil du temps, cette université protestante a façonné un grand nombre de diplômés aguerris. Les témoignages des pionniers prouvent à suffisance qu'un travail d'équipe a contribué à l'implantation progressive de l'UPC, devenu actuellement un campus de référence au pays et au monde.
nous avons un plan stratégique qui nous donne une direction de où est-ce que nous voulons aller. C'est un outil important qui peut aider à fédérer les énergies des uns et des autres pour voir comment accompagner l'université à former les cadres dont le pays a besoin. L'honneur à la ministre des Lessus Marie-Thérèse Tsombo de porter sur le fonds baptismaux le livre rédigé par le professeur émérite Mounaï intitulé « 65 ans de l'UPC, la contribution d'une université confessionnelle au développement du pays ». Vous êtes appelés à devenir des acteurs de transformation, capables de porter loin l'ambition nationale. Votre pays compte sur vous, sur votre sens du devoir, votre discipline, votre engagement pour le progrès. Le président national de l'Église du Christ au Congo, le révérend Dr André Gédéon Bokundoa, a rendu grâce à Dieu pour les rayonnements de l'UPC tout en reconnaissant qu'elle demeure l'une des grandes réalisations de l'ECC. Ces titres avant de nous quitter, la plateforme de confession religieuse sous la conduite de son président, l'archevêque Évariste Ejiba Yamampia appelle à une journée nationale de jeûne et prière le mercredi 3 décembre 2025. C'est le tout dernier reportage de ces journal magazine de ces dimanches. Rodé Panda. Un seul rendez-vous pour le 3 décembre 2025, le jeûne national et prière pour la paix durable en RDC. Les Congolaises et Congolais de toute l'étendue de la République ont pris cet engagement pour la gloire de Dieu et le bien du Congo. Option levée et établie depuis le mercredi 26 novembre 2025 au cours d'une réunion qui a rassemblé les leaders du mouvement du réveil au Congo, conduite par l'archevêque Évariste Ejiba Yamampia, président de la plateforme des chefs de confession religieuse de la RDC. Peuple congolais, chers compatriotes, tous les croyants, nous voici devant vous, leaders réunis pour faire cette convocation solennelle, le jeûne national. Le 3 décembre 2025, tous nous sommes ensemble pour jeûner et prier en faveur de la République démocratique du Congo, notre chère patrie, en faveur des institutions, en faveur d'une paix durable et de développement réel. À cause de cela, partout où vous vous trouvez, territoire, province, village et secteur, prenez cette date comme un rendez-vous sacré. Dans la ville-province de Kinshasa, nous serons au chapiteau du Palais du Peuple de 8h à 13h pour intercéder en faveur de notre nation et surtout les directives prophétiques de 52 jours. Nous voulons que les miracles de Dieu se produisent comme Dieu l'a fait à plusieurs reprises pour notre pays. Le numéro 1 des confessions religieuses de la RDC en a profité pour féliciter tous les leaders pour la réussite du sommet des prières patriotiques tenues dernièrement à Kinshasa avant de solliciter une fois de plus leur engagement à cette première convention de prière qui revêt un caractère national. Madame, Monsieur, merci de nous avoir suivis. Merci aussi à Eredis Kituto, André Njeka, Yolande Voka, Gabi Konga, Amore Landou, Nana, Moza Zebo, Alain Galia et Joséphine Liondo pour avoir réalisé cette édition. À toutes et à tous, bonne soirée chez vous.